Troisième débat, les états d'urgence, jusqu'où sous-porter la contrainte au prix de la liberté. Vous remarquerez que c'est ce subtil pluriel que nous avons mis à état d'urgence pour indiquer que nous ne parlerons pas que de l'état d'urgence actuel et pour suggérer que nous vivons peut-être de nombreux états d'urgence sur plusieurs fronts, sur celui de la sécurité intérieure bien sûr, mais aussi du point de vue de la réduction des dépenses publiques, du point de vue des urgences sanitaires parfois qui se font jour, du point de vue de l'environnement. Voilà. Donc la notion centrale du débat, je pense que ce sera l'urgence, dont je vais proposer une définition. Vous me direz, on en parlera dans le débat. L'urgence décrit toujours une situation, plus qu'un état à mon avis, une situation exceptionnelle, une situation non souhaitable, à laquelle on veut mettre fin pour revenir à une situation normale. Voilà, donc c'est une première définition de l'urgence. Et non souhaitable, pourquoi ? Parce que l'urgence, en période d'urgence, on est amené à transgresser des règles qui sont les règles des périodes normales. Et aussi parce que l'urgence réduit le champ des possibles. La métaphore qui permet d'illustrer cela, c'est la vitesse que l'on a dans une voiture. Plus on va vite dans une voiture, plus le champ de vision se rétrécit. Eh bien, l'urgence conduit à des choix rapides qui finalement ne permettent pas de tenir compte de toute l'amplitude des possibles. Alors, il y a trois questions que je voudrais poser pour commencer ce débat au regard de l'actualité de l'état d'urgence et du temps présent. Premier point sur l'urgence, l'urgence est transitoire et du coup, l'urgence suppose une fin, l'urgence suppose aussi un espoir de rétablissement. Pensons à l'urgence biologique. Lorsqu'il y a une urgence biologique, il y a un espoir toujours, et donc une issue favorable à un problème. Et la première question qu'on peut se poser, donc, c'est est-ce que l'urgence peut être pensée comme un état dont on ne connaît pas l'issue ? Il y a dans le Léviathan du philosophe Thomas Hobbes une phrase très intéressante sur l'état de guerre au chapitre 13, où Hobbes dit que l'état de guerre doit être défini comme une tendance au mauvais temps, une disposition, une propension au mauvais temps, comme une sorte de climat finalement. Eh bien, est-ce que nous ne serions pas dans un climat d'urgence ? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction fondamentale entre l'urgence et état d'urgence ? Donc ça, c'est la première question que j'aimerais poser. Deuxième question fondamentale à mon avis, qui décide qu'il y a urgence ? Est-ce qu'il y a une définition objective de l'urgence ? Sur l'urgence, même le droit est assez flou finalement, puisque le droit nous parle de péril imminent. Donc qu'est-ce qu'un péril ? Qui dit qu'il y a péril ? Et qu'est-ce qu'imminent ? C'est-à-dire à partir de quel délai on considère que quelque chose est imminent ? Combien de temps doit durer un état d'urgence pour être considéré comme un état d'urgence ? Voilà, donc au plan politique, c'est assez difficile de le dire. Même pour l'urgence biologique, finalement, il n'est pas si évident de déclarer une urgence pour un corps qui serait malade et qui nécessiterait des soins rapides. Donc cela pose en fait la question des seuils de l'urgence, qui sont sans doute variables selon les époques, selon les sociétés. Donc question, comment évoluent ces seuils ? Est-ce que nous aurions une propension à déclarer des situations d'urgence là où nous n'avions pas forcément auparavant ? Et puis ça pose le problème de l'instrumentalisation politique de l'urgence, évidemment. C'est-à-dire, puisque l'urgence n'a pas de définition objective, puisque l'urgence répond peut-être à un sentiment ou à... en tout cas, puisque ce qui définit l'état d'urgence, ce sont des critères subjectifs, il y a toujours un risque d'instrumentalisation de l'état d'urgence.
Troisième point, est-ce qu'on peut penser une positivité dans l'urgence? Ce que je veux dire par là, c'est que si l'on reprend l'urgence biologique, l'exemple de l'urgence biologique, et l'idée de Canguilhem, finalement, la guérison n'est pas un retour à l'état initial. Donc après l'urgence, le corps change, le corps définit de nouvelles normes, pour parler comme Canguilhem. Pour le dire comme Nietzsche maintenant, ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Donc est-ce que la fin de l'urgence est un retour à l'état initial, ou est-ce que l'urgence, et dans ce cas-là on a le conservatisme politique finalement, et l'urgence encore une fois est instrumentalisée pour revenir toujours à un même état politique, ou est-ce que l'urgence peut permettre dans une communauté de créer du sens et de dépasser finalement un état antérieur? Donc voilà à peu près les questions que je voulais poser pour commencer. Et pour ce dernier débat, nous avons donc 3 intervenants. Je les cite par l'ordre où ils vont intervenir. Donc Laurence Blisson, qui est magistrate et secrétaire nationale du syndicat de la magistrature, très engagée sur les questions de l'état d'urgence. Ensuite, Mickaël Fossel, qui est philosophe, professeur de philosophie à l'école de Polytechnique et qui a consacré un ouvrage à ce qu'il nomme la banalité sécuritaire, notamment. Et enfin, Frédéric Lechterflack, qui est maître de conférences en littérature comparée et qui travaille plutôt sur l'urgence sanitaire et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Qui vivra, qui mourra ?» où elle évoque la question du tri et des critères invoqués en situation de catastrophe. Donc voilà, je vous laisse la parole pour commencer. Bonsoir. Oula, je vais m'éloigner un peu. Bonsoir et merci pour l'invitation à ce débat sur effectivement l'état d'urgence. Avec cette interrogation assez lancinante dans nos sociétés aujourd'hui confrontées au terrorisme et à sa violence absolue, sur le fait de savoir, effectivement, comme ça a été posé, jusqu'où supporter la contrainte au prix des libertés, et qu'est-ce que vient faire l'état d'urgence dans ce questionnement. Alors, au préalable, il faut rappeler évidemment que questionner l'état d'urgence, ça n'est pas nier la réalité de la menace, son caractère lourd, réel et en réalité durable. Et c'est notamment dans cette dimension de durabilité de la menace terroriste que réside l'une des critiques que l'on peut faire à l'état d'urgence, précisément parce qu'il se présente comme temporaire, mais qu'en réalité, la logique qui sous-tend l'état d'urgence, elle, est une logique durable, de fond, mais qui porte des atteintes également durables à un certain nombre de principes de nos démocraties. Alors, on est face au terrorisme, et tel qu'on l'a vécu l'année dernière, mais tel qu'il vient également de faire de nombreux morts de l'autre côté de la frontière, en Belgique, face à une menace qui s'accommode mal de l'urgence et pourtant qui suscite politiquement, de manière systématique, le recours à l'urgence. L'urgence, non seulement sur le plan du discours politique, mais aussi l'urgence pratique dans le débat parlementaire, puisque si l'on étudie la façon dont ont été examinés les textes de loi antiterroristes sur les 25 dernières années, et il y en a eu une vingtaine, on voit qu'il y a ce recours systématique à la procédure accélérée, procédure parlementaire, qui a un effet extrêmement fort, qui est celui d'empêcher un débat serein sur des questions qui touchent pourtant à des équilibres extrêmement importants dans une démocratie. Et cet empêchement du débat se double d'un effet d'autorité lorsqu'il est question de terrorisme, qui est finalement lié à l'idée qu'il faudrait tout faire pour lutter contre le terrorisme et que donc toute contestation d'un régime juridique, d'un dispositif juridique serait par nature illégitime car conduisant à de l'insécurité.
C'est pourtant contre cette idée qu'avait alerté la Cour européenne des droits de l'homme en 1978, on est sur un temps maintenant assez ancien, dans un arrêt qui fait date de la Cour européenne des droits de l'homme, l'arrêt Claes, qui disait très clairement, il était question de mesures de surveillance prises en Allemagne, qui disait « Les démocraties ne sauraient prendre n'importe quelle mesure jugée par eux appropriée parce que ce choix politique aurait pour conséquence de saper les fondements de la démocratie au motif de la défendre ». Et c'est autour de ces questionnements-là qu'on doit aujourd'hui interroger l'état d'urgence. Dans les questionnements qui sont aujourd'hui de ce débat, la question première, qui est encore ici, jusqu'où supporter la contrainte au prix de la liberté, évite déjà un écueil habituel des débats sur ces questions, qui serait de prétendre qu'on serait dans un équilibre, ou en tout cas dans un échange entre sécurité et liberté. Il n'y a pas de situation dans laquelle on gagne de la sécurité en perdant des libertés. La question de l'équilibre, c'est celle de savoir précisément jusqu'où la contrainte, l'atteinte aux libertés est légitime et comment est-ce qu'on évalue si elle est légitime. On l'évalue au regard des principes de l'état de droit, de la conformité à la loi, de la conformité à des principes fondamentaux, du caractère équilibré, proportionné, nécessaire, mais aussi de l'existence d'un contrôle par un juge indépendant sur les atteintes aux libertés. Or, le terrorisme met en danger tout cela. Il met en danger tout cela en plus de ses effets immédiats et ses conséquences dramatiques. Et c'est l'histoire de l'antiterrorisme qui le montre, parce que toute la constitution d'un dispositif jurididique spécifique, notamment d'un arsenal pénal antiterroriste, dont on dit à tort en France qu'il est faible. La France a je me retrouve toujours dans la situation de dire des arsenaux, et je ne suis jamais sûre de moi, mais un arsenal répressif antiterroriste les plus développés au monde. Il est constitué notamment autour d'une infraction pénale spécifique, l'association de malfaiteurs, qui est inconnue, par exemple, aux États-Unis. Il est constitué autour d'une spécialisation et de pouvoirs dérogatoires extrêmement vastes. Et donc, toute l'histoire de l'antiterrorisme, c'est celle d'une extension de la logique d'exception, de la dérogation au droit. Et c'est aussi l'histoire d'un droit pénal qui a été tiré vers une logique prédictive, on en parlera certainement, c'est-à-dire un droit pénal qui intervient toujours en amont à un stade de l'intention, ce qui pose un certain nombre de questions. L'antiterrorisme fonctionne, et notamment son histoire par l'accumulation de lois, par l'accumulation de dérogations, à tel point qu'on est, dans son analyse, face à une logique d'exception qui, elle, est également permanente, avec des lois qui peuvent être votées et présentées comme potentiellement temporaires, mais qui en réalité demeurent en vigueur et continuent leur bout de chemin de manière assez permanente. Alors, dans ce contexte-là, l'état d'urgence est l'expression, je dirais, un peu hypertrophiée de cette logique de la dérogation. Au syndicat de la magistrature, on en a dénoncé et on a voulu en interroger dès les premiers jours la nécessité et la pertinence, parce que on avait cette conviction enracinée dans ses précédents usages de l'état d'urgence que non seulement c'était une dérive dans une démocratie, parce que c'est un dispositif qui confie au pouvoir exécutif des pouvoirs exorbitants sur des bases extrêmement floues, et parce que il y aurait difficulté à en sortir, ça nous le savions, et nous en sommes confrontés aujourd'hui à cette quasi-impossibilité d'en sortir, et qu'il était absolument nécessaire de déminer une peur immédiate. Cette peur, c'était, et du coup cette croyance, c'était l'idée que l'état d'urgence était nécessaire et que rien ne pouvait être fait contre le terrorisme sans l'état d'urgence. C'est absolument faux. L'état d'urgence n'était pas nécessaire. Il ne l'est pas plus aujourd'hui qu'il ne l'était au mois de novembre, mais au contraire, c'est un dispositif juridique qui crée les conditions
de dérives qui, parce qu'il confie au pouvoir exécutif, au ministre de l'Intérieur et au préfet, des pouvoirs exorbitants sur des bases qui ne sont pas légitimes dans une démocratie. Je ne pourrais pas développer, mais pour ceux que ça intéresserait, nous avons essayé dans un document collectif qui a été rédigé avec des universitaires notamment et d'autres organisations. Nous avons intitulé « L'urgence d'en sortir », qui est disponible sur différents sites, notamment notre site du syndicat de la magistrature, de détailler sur chacune des mesures de l'état d'urgence ce en quoi il était possible, pour lutter contre le terrorisme, de mettre en œuvre des mesures du droit commun. Par exemple, pour les perquisitions de nuit, qui sont possibles en matière d'antiterrorisme lorsqu'il est question de rechercher l'auteur d'une infraction pénale. Par exemple, sur des assignations à résidence, puisqu'un juge qui met en examen une personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis ou de préparer une infraction pénale terroriste peut évidemment placer sous contrôle judiciaire une personne, mais en réalité, ce qui se passe beaucoup plus fréquemment, c'est qu'il la place en détention provisoire. On a voulu montrer aussi comment des interdictions de manifestation, par exemple, pouvaient être prononcées, mais simplement dans un cadre différent. Le propos, il n'est pas de dire, finalement, l'état d'urgence n'était simplement pas nécessaire, mais il est aussi de dire l'état d'urgence crée les conditions d'une dérive extrêmement forte, extrêmement puissante. On en a vu les effets immédiats, on a des images en tête, par exemple, de perquisitions violentes qui ont été menées, on a pu entendre et voir comment est-ce que l'état d'urgence a été utilisé contre des militants politiques dans le cadre de la COP21, dans une logique de maintien de l'ordre totalement déconnectée du terrorisme, et comment le Conseil d'État a validé cette logique, c'est-à-dire l'idée selon laquelle on pouvait utiliser des mesures de l'état d'urgence pour des raisons purement opérationnelles, en gros pour ne pas occuper des policiers ailleurs, on pouvait assigner à résidence des militants qui n'avaient aucun lien avec le terrorisme. Mais surtout, ce qu'on a constaté et qui validait notre analyse, c'est que la réalité, c'est que les mesures principales, la perquisition et l'assignation à résidence de l'état d'urgence, ont été utilisées, non pas pour viser des terroristes, des personnes suspectes d'une infraction pénale, mais bien des personnes à raison d'un comportement vaguement suspect, avec une focalisation et des pratiques que nous jugeons absolument stigmatisantes et discriminatoires à l'égard des personnes de confession musulmane supposées avoir un comportement radical rentrant dans le cadre de la loi. Ce qu'on a constaté aussi, c'était l'incapacité d'exercer un contrôle juridictionnel réel sur ces mesures, alors même que le gouvernement tentait de justifier cette logique et l'état d'urgence par l'existence du contrôle par les juridictions administratives qui elles-mêmes se sont retrouvées prises dans l'injonction sécuritaire, d'abord en acceptant de fonder leur contrôle sur ce qu'on appelle les notes blanches, c'est-à-dire ces documents écrits par les services de renseignement non sourcés, et qui ont fondé leurs décisions, et puis avec une acception très large de ce que pouvait être l'état d'urgence. Le problème de cet état d'urgence, c'est effectivement comment est-ce qu'il devient permanent. Il devient permanent par de diverses manières. Il l'est concrètement parce qu'il y a une incapacité politique à sortir de l'état d'urgence. Les parlementaires, lorsqu'il a été question de prolonger l'état d'urgence, puisque c'est une durée de 3 mois, n'ont pas osé sortir de l'état d'urgence au motif que, concrètement, si un attentat se produisait quelques jours après, ils se considéreraient comme responsables. Ce qui est absurde quand on y réfléchit, mais qui, néanmoins, crée vraiment une incapacité politique à en sortir. Le juge administratif, le Conseil d'État, qui a été saisi, a de la même manière constatant que la menace terroriste restait présente, mais ce qui est une réalité, n'a pas permis à en sortir. La deuxième chose, c'est l'habituation. On s'habitue. On s'habitue à des dérives. On se retrouve toujours à inventer des mots dans les débats, c'est terrible. On s'habitue à cette évolution de notre droit, à l'introduction de la dérogation et à la façon dont, en réalité, les autorités exécutives, les autorités administratives sont conduites à
prendre des mesures qui ont des conséquences extrêmement lourdes. Et puis ensuite, il y a un effet qui est assez significatif en la matière, c'est un effet de contamination. C'est-à-dire que la logique qui préside à ces dispositifs d'exception intègre peu à peu le droit commun. On le voit aujourd'hui, et c'est même assumé par le gouvernement, dans les discussions qui sont en cours sur le projet de loi dit Urvoas dans les journaux, mais le projet de loi relatif au crime organisé, à la lutte contre le terrorisme, je ne me rappelle jamais du titre intégralement, qui introduit dans le droit commun des dispositifs qui sont directement inspirés de l'état d'urgence, l'assignation à résidence par exemple, qui serait désormais possible dans le cadre du droit commun, dans un cadre plus restreint, mais néanmoins assignation administrative à résidence qui s'introduit dans le droit. Cette contamination-là, on la constate non seulement de ce dispositif d'exception, l'état d'urgence, vers le droit commun, enfin vers le droit antiterroriste, mais ensuite on le constate aussi, et ça c'est une analyse qu'on peut faire du droit antiterroriste, du droit pénal antiterroriste au droit pénal commun, avec vraiment une dérive qui est à l'œuvre et qui est inquiétante. D'où la nécessité effectivement de penser qu'est-ce qu'est l'urgence, qu'est-ce qu'est le péril imminent et comment est-ce qu'il peut aujourd'hui se trouver dans une situation dans laquelle on dérive de la notion de péril imminent à la notion de menace durable et comment il y a une confusion entre ces deux éléments. Nécessité donc de remettre du discours et de sortir de l'urgence, et de sortir de l'urgence politique. Malheureusement, le contexte actuel, par exemple ce projet de loi que j'évoque et qui doit aujourd'hui être au cœur de nos préoccupations citoyennes, est lui-même soumis à cette procédure d'urgence qui empêche le débat et qui fait qu'on est là quasiment à la fin du processus parlementaire avec des mesures extrêmement lourdes et malheureusement si peu discutées. Oui, du coup, c'est un peu... Merci. Alors, le problème, c'est que si ça doit être un débat, pour l'instant, il ne va pas forcément y avoir énormément de points d'opposition avec ce qui vient d'être dit, mais peut-être un éclairage un peu différent. Parce que lorsque j'entends la formule état d'urgence, j'entends les deux mots résonner ou s'entrechoquer, l'un renvoyant plutôt à la sémantique, disons, du pouvoir, et l'autre, l'urgence, renvoyant à la sémantique ou à la dimension plutôt du temps. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut essayer de réfléchir parce que, en réalité, celui qui prend le pouvoir sur le temps, dans une société ou dans une collectivité quelconque, prend le pouvoir le plus grand, le plus important, le plus souverain, je dirais. Et en particulier, on le vérifie lorsqu'on parle de celui qui déclare que nous sommes dans l'urgence, celui qui annonce que le temps que nous vivons est un temps menacé, est un temps qui est à échéance brève. C'est le prophète, par exemple, dans la Bible, et celui-là prend le pouvoir aussi potentiellement sur les âmes, puisqu'il nous indique ce qu'il faut faire pour nous sauver, comment suivre la voie jusque vers la béatitude ou l'enfer dans le pire des cas. Donc il y a un lien très fort, je crois, que la philosophie a d'ailleurs étudié, entre le temps et le pouvoir. Et lorsqu'on réfléchit à l'état d'urgence, il faut toujours poser la question, effectivement, de savoir, vous l'avez indiqué dans votre introduction, qui le décrète et qui est en mesure de connaître le sens du temps, le temps que nous vivons. Et dans une démocratie, du moins en droit, je pense que l'urgence, les urgences, puisque le mot est ici au pluriel de manière heureuse, les urgences relèvent au moins autant dans leur fixation, leur définition, devraient relever des citoyens autant que de l'exécutif. Alors évidemment, l'urgence, quand on en traite maintenant d'un point de vue strictement politique et des conséquences politiques qu'elles impliquent, c'est véritablement un principe, je dirais c'est un double principe, un principe de légitimation et un principe de mobilisation. Et c'est ces deux points, au fond, que je vais un peu développer. Un principe de légitimation, je l'ai suggéré déjà à l'instant, parce qu'évidemment, si nous sommes dans l'urgence, si les mesures que nous devons prendre sont des mesures qui
si elles ne sont pas prises, impliquent une destruction ou en tout cas une menace grave sur le lien social ou sur le vivre ensemble, comme on le dit peut-être un peu trop souvent, eh bien dans ce cas-là, ces mesures apparaîtront avec une évidence, une banalité sécuritaire, c'est la formule que j'avais employée, une évidence qui devient en quelque sorte indiscutable et qui, lorsqu'elle est discutée, apparaîtra comme discutée de manière non seulement illégitime, mais même dangereuse. Alors je crois que là, si on réfléchit à la question justement du terrorisme en tant que cause de cet état d'urgence, il faut être attentif au fait que le terrorisme, c'est une relation à 3 termes, je dirais, pour le dire très rapidement. C'est une relation qui implique le terroriste, évidemment, l'État et la société civile. Et la relation terroriste, si j'ose dire, c'est une relation dans laquelle un groupe terroriste attaque la société civile, et c'est bien ce qui s'est produit ici en France le 13 novembre et en Belgique la semaine dernière, mais pour viser l'État. C'est-à-dire qu'en réalité, en attaquant des civils, il entend bien produire au niveau étatique un certain nombre de mesures, un certain nombre de résultats qui, dans des sociétés démocratiques, où par principe évidemment les États sont sensibles à leur société civile, des mesures qui, espère-t-il, iront dans son sens. De ce point de vue, je crois d'ailleurs que les terroristes ont relativement réussi leur coup, hélas, parce que finalement, quand on y réfléchit, le terrorisme, comme il attaque la société civile pour viser l'État, il crée entre l'État et la société civile une solidarité de fait, et c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'on a bien retrouvé au lendemain des attentats une unité nationale, qui a un caractère toujours un petit peu fictif, mais qui est tout à fait légitime, me semble-t-il, et en tout cas de toute façon inéluctable, dans le fait qu'une société qui est attaquée, des civils qui sont attaqués, se retournent vers l'État, c'est-à-dire vers l'instance qui est censée garantir leur protection. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il n'y a rien à redire. Là où évidemment la chose devient beaucoup plus problématique, c'est lorsque cette solidarité de droit, cette solidarité de fait, entre la société et l'État se transforme en solidarité de droit, c'est-à-dire qu'au fond, toutes les mesures que l'État prendra, toutes les mesures qu'il décidera d'inscrire éventuellement dans la Constitution, c'est-à-dire dans le fondement même de la société, eh bien, apparaîtront comme indiscutables et comme évidente. C'est-à-dire que la société devra ou sera tenue, en quelque sorte, d'être derrière l'État qui la gouverne. Et j'entends ici par État non seulement le gouvernement, mais évidemment l'administration et les forces qui l'accompagnent. Or, il me semble que c'est cela le risque fondamental de l'état d'urgence et de sa perpétuation, évidemment, c'est de considérer que il y a une sorte de solidarité évidente, indiscutable entre la société et l'État, ce qui est une manière de nier la démocratie, qu'on le veuille ou non. Parce que la société, dans une démocratie, c'est justement une puissance qui peut contester l'État, qui peut limiter ses prérogatives, qui peut revenir sur un certain nombre de ses décisions. Donc il me semble que de ce point de vue-là, déjà, l'état d'urgence qui crée, je le répète, cette solidarité, à être maintenue, à être perpétuée, à être éventuellement même, il ne le sera pas pour des raisons totalement anecdotiques, ça ne veut pas dire qu'il ne le sera cette fois-ci, mais il pourra l'être prochainement, constitutionnalisé. Cela veut dire qu'il n'y aurait plus de dissensus possible entre la société civile, entre les civils même, je dirais, et l'État lui-même, ce qui évidemment est le cas dans un état de guerre, où effectivement la désobéissance devient de ce point de vue-là par rapport à la guerre devient un crime, mais ce qui ne vaut pas, me semble-t-il, dans une situation qui n'est pas une guerre, quoi que l'on puisse en dire par ailleurs. Je voudrais rajouter un deuxième point sur cet aspect de légitimation, avec le danger que cela encourt, de l'état d'urgence ou de l'idée que nous serions dans une urgence qui appellerait des mesures absolument drastiques. C'est que bien souvent on nous répond, une fois qu'on a dit que nous étions, enfin nous, je veux dire une fois qu'on a dit que ceux qui portaient le type de discours que je suis en train de porter, ou qui a été porté à l'instant, étaient évidemment des bisounours, des gens qui étaient totalement inconscients, on nous oppose souvent aussi que la sécurité est la première des libertés, que la sécurité est un des droits de l'homme. Alors, je fais cette petite précision parce qu'elle me paraît utile et en même temps, elle me permettra de faire la transition vers le deuxième point. Les droits de l'homme, aucune des déclarations des droits de l'homme existantes, pas plus celle de 1789 que les déclarations plus contemporaines, pas plus l'américaine que pour la française, ne comporte le mot sécurité. Dans la déclaration des droits de l'homme, et en tant que droit de l'homme, apparaît le mot sûreté.
et c'est pas là des petites nuances, je dirais, de philosophes spéculatifs. La sûreté, c'est un concept qui a un sens précis, qui a été fondé par les libéraux français, Montesquieu en particulier au XVIIIe siècle. La sûreté, ça désigne, et c'est là où ça devient un peu pervers, le jeu de ceux qui confondent sécurité et sûreté, la sûreté, ça désigne le droit des citoyens à être protégés de l'État, c'est-à-dire des interventions que l'État, qui, comme Montesquieu le disait, tente à, comme tout pouvoir, évidemment, à s'étendre indéfiniment, tente à protéger le citoyen des incursions que l'État veut faire dans sa vie privée, par exemple. Bon. Et dans une période où sont révélés tous les scandales de la NSA et autres, et des lanceurs d'alerte, je crois que bon, cette problématique, à savoir que le citoyen est potentiellement mis en danger par son propre État, ne sont pas des problématiques totalement utopiques. Donc parler ou confondre la sécurité et l'État, c'est confondre le droit du citoyen par la sécurité et la sûreté, pardon, c'est confondre le droit du citoyen par rapport à son gouvernement avec le droit du citoyen par rapport aux autres citoyens. Parce que lorsqu'on parle de sécurité, en général, ou du fait qu'il faut garantir la sécurité, ce avec quoi je m'empresse de dire que je suis d'accord, on parle de la menace que représentent d'autres membres de la société, qu'ils soient d'ailleurs terroristes ou délinquants, criminels, de manière plus, je dirais, plus banale. Et ce qui serait évidemment dommageable, ce qui est risqué, serait donc de sacrifier la sûreté, à la sécurité. C'est-à-dire qu'au nom de cet idéal que nous pouvons avoir et que nous avons d'ailleurs nécessairement de ne pas être attaqués par le voisin, de ne pas être menacés par des terroristes, eh bien nous abandonnerions nos droits fondamentaux par rapport à l'État. Or je crois que l'une des tendances fondamentales de l'État sécuritaire, c'est précisément de sacrifier la sûreté à la sécurité en feignant de croire précisément que automatiquement les autorités publiques dans n'importe quel type d'État, dans n'importe quelle configuration historique, sont du côté des citoyens, ce qui n'est pas avéré historiquement et n'a aucune raison de l'être, me semble-t-il, dans l'avenir. Alors la deuxième série de remarques que je voudrais faire sur l'état d'urgence, ou cette notion d'urgence, renvoie aussi à la dimension entre le temps, enfin la relation entre le temps et le pouvoir, parce que si l'urgence c'est ce qui légitime, si c'est ce qui d'une certaine manière aussi réduit l'espace des possibles, parce que évidemment lorsque nous avons le choix entre l'adoption d'une mesure et la mort, il est bien évident qu'à moins d'être totalement suicidaire, on choisira la première branche de l'alternative, et que par conséquent toute autre forme de réplique au mal qui nous assaille est d'emblée exclue. Donc si l'urgence légitime, elle est aussi ce qui mobilise. Et c'est un point là où on sort un peu du juridique, mais et où on sort d'ailleurs peut-être aussi de l'état d'urgence au sens où nous en avons parlé jusqu'ici, c'est-à-dire au sens, disons, juridique et lié au terrorisme. C'est que l'urgence, dans la vie courante, je dirais, c'est ce qui nous fait agir, c'est ce qui, d'une certaine manière, nous obnubile, nous obsède parfois, et surtout ce qui nous impose un état d'esprit ou une sorte d'éthos qui est celui de la vigilance. Et c'est cette notion qui m'a semblé importante aussi quand j'ai écrit ce livre sur la banalité sécuritaire à mettre en avant, parce que, comme je viens de le faire d'ailleurs à l'instant, on a souvent l'habitude d'aborder ces questions, y compris en philosophie, de la sécurité à partir de la notion d'État. Mais il faut aussi se poser la question de savoir pourquoi, chez les individus, et moi-même, je ne m'exclus pas du tout de cette catégorie, il y a bien souvent une demande de sécurité, une demande de protection qui devient parfois hyperbolique au point que nous ne voyons plus les effets qu'elles peuvent avoir sur nos libertés. Et il me semble que l'urgence, de ce point de vue-là, est un élément qui mérite d'être relativisé, parce que il est justement celui qui permet au pouvoir en place, ou aux pouvoirs qui ne sont pas encore en place, mais qui risquent de l'être, hélas, prochainement dans nos contrées, de s'assurer la coopération, si ce n'est même d'ailleurs la collaboration de la plupart des citoyens, parce que cela nous tient dans une vigilance permanente à l'égard de nos voisins, si je puis dire, de nous-mêmes et de nos comportements.
Et là, évidemment, on sort du cadre strictement politique pour entrer dans le cadre que Foucault appelait biopolitique, c'est-à-dire la manière dont nous gérons nos vies, ou dont nos vies sont gérées, ou dont nous collaborons au fait que nos vies sont gérées. C'est-à-dire que, évidemment, cette vigilance de tous les instants, cette urgence qui nous est présentée comme l'horizon temporel de nos actions, elle ne concerne pas que la sphère juridique, elle concerne la santé, par exemple, elle concerne les problèmes liés à l'hygiène, elle concerne toute une série de domaines dans lesquels nous sommes confrontés aujourd'hui à un paradigme relativement catastrophiste, hein, l'écologie aussi bien d'ailleurs. C'est-à-dire cette conscience qui est diffuse dans nos sociétés contemporaines, qui pour une part d'ailleurs est légitime, que nous vivons un seuil historique au-delà duquel finalement va se jouer le destin, sinon de la planète, du moins en tous les cas de nos formes de société. Et je crois que tout en ayant évidemment, bon, comme tout le monde, enfin comme la plupart des gens aujourd'hui, une conscience des risques que court la planète, ou des risques qui sont inhérents même à la vie, je crois qu'il faut regarder avec un regard assez critique cette rhétorique de la vigilance pour ses effets, du fait qu'elle a des effets profondément dépolitisants. J'en prendrai un seul exemple, nous sommes à Paris, vous prenez le métro, j'imagine, comme moi, et vous entendez, sinon subissez d'ailleurs, ce slogan de la RATP qui doit avoir au moins 15 ans, au moins aussi vieux que Vigipirate, donc sans doute plus que 15 ans maintenant, attentifs ensemble. Attentifs ensemble. Ce slogan m'a toujours retenu parce que pour moi il est d'abord contradictoire. On ne peut pas être attentif, c'est-à-dire ici vigilant ensemble, puisque c'est précisément par cette attention qui nous est demandée, attentif ensemble voulant dire bien évidemment regarder si notre voisin n'a pas une bombe sur lui par hasard, ou si on ne veut pas plus, si on dit les choses moins dramatiquement, s'il n'est pas en train de nous voler notre portefeuille. Il est clair que cette vigilance que l'on nous demande d'avoir, qui d'ailleurs permet aussi au pouvoir public de déléguer ses fonctions régaliennes en matière de sécurité sur les citoyens, cette vigilance nous sépare beaucoup plus des autres qu'elle ne nous en rapproche. Qu'il est très difficile d'être ensemble lorsque nous sommes animés non seulement par une défiance généralisée, hein, vous avez cité Hobbes. Hobbes, c'est précisément celui qui disait que dans l'état de nature, dans l'état d'avant l'État, il y avait une défiance généralisée, une guerre de tous contre tous, et que l'État devait garantir la sécurité au sens précisément du fait que nous n'étions plus tenus d'être vigilants à chaque instant par rapport aux faits et gestes de notre voisin. Autrement dit, il y a des effets d'individualisation et même plutôt de solitude dans la vigilance qui me paraissent être, sinon contradictoires, du moins extrêmement problématiques à articuler avec l'exigence démocratique de partage, de confiance relative et de négociation permanente. Donc je crois que l'état d'urgence a aussi ceci de nocif dans sa constitutionnalisation ou dans sa perpétuation, qu'il inscrit juridiquement ou politiquement une forme d'affect, une forme de réaction, de réactivité même subjective au rang de norme. Cette réactivité subjective, c'est ce que j'appelle justement donc la vigilance. Vigilance qui, je vous irai attentif, pardon, n'est pas seulement de l'ordre du sécuritaire. Nous sommes tenus d'être vigilants dans chacun de nos actes, dans chacune de nos réflexions, dans la plupart même de nos sentiments, dans des sociétés qui sont de nature, et c'est là-dessus que je vais conclure, néolibérale. Je crois qu'il y a un lien fondamental entre le caractère néolibéral, j'emploie ce terme parce qu'il est le plus commode, je vais le définir dans un instant, et cet état sécuritaire qui se met en place, et que ce point de contact, un peu paradoxal, parce que les traditions libérales étaient plutôt justement du côté des droits des citoyens contre l'État, c'est pour ça que j'emploie le terme néolibéral, et le point de contact, c'est le suivant. C'est que nous sommes dans des sociétés, je ne dis rien là de très bouleversant, nous sommes dans des sociétés dans lesquelles non seulement, bon, capitalistes au sens donc fondées sur la recherche du profit, très bien, ça c'est pas nouveau, mais dans des sociétés d'individualisation du capitalisme, c'est-à-dire nous avons un capital humain, un capital santé, un capital amoureux, un capital intellectuel, c'est-à-dire que l'individu est défini comme une entreprise en quelque sorte, je vais très vite, c'est-à-dire que il doit faire
il y a des coûts, pardon, des bénéfices, et qu'il doit calculer en permanence quel va être le meilleur coût, quelle va être la meilleure opportunité, quel va être le meilleur moyen d'investir, y compris pour sa santé, de manière à ne pas gâcher son capital et si possible à le faire fructifier. Alors quel est le rapport entre cette description plus que rapide du néolibéralisme, de l'homme néolibéral et cette histoire de vigilance? Eh bien, bien évidemment, dans une société du risque, dans une société dans laquelle nous sommes amenés, en juin même, sinon invités, à utiliser au mieux et en permanence nos compétences, à être performants à chaque instant, eh bien, dans ces sociétés du risque, il faut manifester une qualité, je dirais une seule, c'est d'être vigilant, de repérer la bonne affaire, de prendre son billet de train, je dirais, au bon moment et au bon instant. Et celui qui n'est pas vigilant, le loser absolu, celui qui laisse passer l'information, celui qui n'est pas dans l'état d'urgence, même pour des questions qui sont aussi anodines que celles de ses propres consommations alimentaires, par exemple, celui-là apparaît d'emblée comme le mauvais sujet, je dirais, le sujet inconscient, le sujet qui passe à côté des opportunités que la société formidable qui nous est offerte à vivre nous offre. Autrement dit, je crois qu'il faut aller à ce point, apparemment peut-être un peu étrange et fort éloigné, mais quand même de radicalité, je dirais, pour reconnaître que la vigilance et l'urgence ne sont pas simplement des thèmes qui renvoie au sécuritaire. D'ailleurs, j'ai été tout à fait frappé, peut-être vous aussi, par le fait que dès qu'il a été question de cet état d'urgence, le mot urgence a suivi une sémantique politique dans la bouche, y compris, je crois, du président de la République, en tout cas du Premier ministre, assez généralisée, puisqu'il s'agissait de faire un plan d'urgence pour l'emploi, de faire une guerre contre le chômage, puisque état de guerre et état d'urgence sont liés. Autrement dit, l'urgence devient un principe de gouvernement généralisé, qui ne vaut pas seulement pour l'affaire du terrorisme. Et cela, je crois que c'est profondément lié au fait que nos sociétés fonctionnent à la captation de l'attention, au calcul, car évidemment être vigilant, c'est être aussi en capacité, en mesure de calculer à tout instant le quota maximum, je dirais, de bénéfices par rapport à l'investissement que l'on est prêt à faire, et que cette société, que j'appelle donc, à la suite d'ailleurs de beaucoup d'autres, et de Foucault en particulier sur ce point néolibéral, cette société néolibérale a un problème avec la démocratie, c'est que la démocratie réclame non seulement du temps, de la négociation, de la patience, du débat public, donc, et de ce point de vue-là déjà difficilement compatible avec l'état d'urgence, mais elle appelle aussi un moindre degré de mobilisation économique, j'allais dire, parce que, évidemment, ce n'est pas dans le calcul simplement de son intérêt, de sa rentabilité propre, de la manière, disons, de faire fructifier son capital, je le répète, dans le domaine de la santé comme dans le domaine bancaire. Ce n'est pas seulement en faisant appel à ce type de passion humaine que la démocratie se fonde. Et je m'arrête, il me semble que ce à quoi nous devons être attentifs, je ne dis pas vigilants donc, ce à quoi nous devons être attentifs, c'est au type d'affect, au type de sentiments qui sont requis dans les sociétés, dans nos sociétés actuellement, et surtout à leur compatibilité avec l'affect démocratique fondamental, qui pour moi est beaucoup plus du côté de la confiance, beaucoup plus du côté de l'amitié, comme disaient déjà les Grecs d'ailleurs, que de cette vigilance qui nous dresse un peu les uns contre les autres, en tant que précisément nous sommes des concurrents potentiels. Donc l'état d'urgence, s'il doit devenir un état, c'est-à-dire à la fois se perpétuer et en même temps s'imposer au niveau gouvernemental, s'il doit devenir un État, alors se reposera, à mon sens, nécessairement, inéluctablement et de manière peut-être même dramatique, la question de sa compatibilité avec les affects et les passions démocratiques depuis que la démocratie existe, qui mise beaucoup plus, elle, sur l'être ensemble, pour le coup, que sur le calcul de bénéfices et surtout la comparaison permanente des risques. Je vous remercie. Bien, moi, je voudrais faire un petit pas de côté pour
passer disons, d'un effort de critique de la notion d'état d'urgence vers un déplacement de la question en direction du champ de l'éthique et du problème démocratique que nous pose la définition et les seuils de l'urgence collective. Et puisque je parle en dernier, je vais me faire un peu le défenseur du coup de la nécessité de cette notion d'état d'urgence pour commencer, même si je vous rejoindrai sur d'autres terrains, en partant d'une scène de film, alors que je rappelle à votre souvenir, surtout si vous ne l'avez pas vu, c'est la scène finale du film Hôtel Rwanda, qui met en scène un juste rwandais pendant le génocide qui a lieu au Rwanda en 1994, un personnage qui a sauvé donc 1 millier de Tutsis du génocide et qui est montré dans la scène finale du film sur le point de fuir le danger, de fuir le Rwanda et d'aller se mettre à l'abri, lui et sa famille. Et alors qu'il est en train de monter dans un autobus avec sa famille, il retrouve un certain nombre d'enfants orphelins du génocide et il veut les prendre avec lui. Et à ce moment-là, une responsable d'une ONG humanitaire lui dit « Mais il n'y a pas de place, on a dit qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde dans ce bus qui les emmènera vers la sûreté. » Et le film se clôture sur la dernière réplique de ce personnage de juste rwandais qui dit « Il y a toujours de la place ». Et on le voit emmener tout le groupe d'enfants avec lui. Et évidemment, on ne les voit pas monter dans le bus, on ne sait pas ce qui va se passer ensuite, mais la leçon d'Hollywood sur la question de cette urgence collective extrême qu'est l'exfiltration d'un groupe de gens en cas de génocide, la leçon morale, c'est « il y a toujours de la place ». Alors, c'est une belle leçon, c'est quelque chose qu'on doit toujours garder à l'esprit, cette idée qu'on n'est jamais complètement au pied du mur, qu'il faut jamais, avant de faire des choix tragiques, avant de décider qui on sacrifie, qui on laisse derrière, qui on abandonne sur le côté, avant de décider comment on procède pour choisir qui aura priorité et qui n'aura pas priorité et qui on sacrifie. C'est l'idée qu'on doit toujours se souvenir qu'on peut trouver de la place, pousser les murs, concilier tous les contraires et n'avoir pas besoin du coup de ce recours à des instruments extrêmes comme celui de l'état d'urgence. C'est évidemment une belle leçon morale. Et en même temps, c'est un échappatoire et une manière de s'éviter d'avoir à penser ces situations où on est réellement au pied du mur, où on est réellement dans des situations d'urgence collective, où il faut faire des choix tragiques et où il faut du coup assumer des responsabilités. Et pour déplacer un petit peu la discussion, je vous donne un autre exemple. Cette fois, non plus une scène de film, mais une histoire vraie, reconstituée dans une enquête par une journaliste qui était aussi médecin aux États-Unis. Un épisode dans le sillage du passage de l'ouragan Katrina en 2005 à la Nouvelle-Orléans. L'ouragan Katrina en 2005 à la Nouvelle-Orléans, c'est une ville entière inondée, coupée du monde, et un hôpital, l'hôpital Mémorial, où plusieurs centaines de patients, dans un état très grave, beaucoup de vieillards, sont abandonnés sur place avec une vingtaine de médecins pour s'occuper d'eux, et d'infirmiers. Et dans les 5 jours qui ont suivi l'ouragan Katrina, dans l'hôpital Mémorial, eh bien, les secours n'arrivaient pas ou pas assez vite, l'évacuation se faisait au compte-gouttes par les toits, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de climatisation, tous les appareils médicaux sont à l'arrêt, donc les morts commencent à se produire. Situation apocalyptique, coupée du monde. Et dans la panique, dans l'urgence, au moment de l'évacuation finale, les médecins ont décidé d'euthanasier une dizaine de patients jugés intransportables. Ces gens étaient dans leurs derniers jours de vie, pour la plupart c'était des malades en dernier stade de leur cancer, mais certains étaient simplement des patients obèses qu'il était trop difficile d'évacuer en les portant 8 étages jusque sur le toit pour retrouver l'hélicoptère. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire ? Parce que évidemment dans le contexte qui a été celui vécu par ces médecins, la meilleure solution c'était, pour ne pas abandonner vivants des patients sur place, de prendre la responsabilité de leur faire ces injections létales pour ne pas les laisser derrière, vivants et seuls. Évidemment, après, il y a eu un procès, et c'est bien normal, parce que le propre de ces décisions éthiques dégradées prises en situation d'urgence, c'est que quand on les juge avec le regard des situations ordinaires, on les juge sévèrement. Et on a raison, et fort heureusement, on les critique et on les juge sévèrement. Et donc, heureusement, il y a eu un procès.
Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que le médecin principal accusé dans cette affaire a défendu 2 idées. D'abord, a demandé une immunité pénale accordée à l'avance à tous les personnels en situation de responsabilité dans des contextes d'urgence collective, à commencer par les médecins. Et la deuxième revendication, c'était que l'on travaille davantage, notamment dans un cadre plus démocratique, à préparer à l'avance les protocoles pour situations éthiques dégradées. Autrement dit, dans l'idée que la catastrophe nous arrivera à un moment ou à un autre, qu'elle se présente sous une forme sanitaire, qu'elle se présente sous la forme d'une catastrophe naturelle, d'un accident industriel, d'une attaque terroriste massive, d'une situation de catastrophe historique, je démarrais sur un contexte de génocide, quelle que soit une épidémie, une pandémie, etc., il faut s'y préparer, et il faut s'y préparer de manière démocratique, parce que le jour où ça arrivera, on ne pourra pas procéder en appliquant les critères éthiques ordinaires. On ne pourra pas dérouler nos procédures éthiquement acceptables, valables pour les situations où il y a assez de ressources pour tout le monde, où on est dans ce cadre normal qu'on connaît bien. Et donc il y a beaucoup de situations où en réalité on n'a pas le choix, on est vraiment au pied du mur et on a vraiment besoin de se préparer à l'avance à penser démocratiquement la question de cet état d'exception ou de cet état d'urgence où l'éthique sera nécessairement dégradée. Et donc l'une des revendications, c'était de se dire comment on s'y prépare à l'avance. Est-ce qu'on peut mettre en discussion ces choses-là ? Ça pose évidemment toutes sortes de problèmes. Et c'est là où je rejoins évidemment ce qui était dit par mes collègues au début. C'est que quand on met en discussion démocratiquement la question de savoir qui on sacrifie quand on ne peut pas sauver tout le monde, qui a priorité en cas de pandémie pour l'attribution des antivirus, pour l'attribution des vaccins disponibles, qui ne seront pas disponibles pour tout le monde en même temps. Quand on se demande qui sauver d'abord quand on ne peut pas sauver tout le monde, on démarre sur la piste, disons, de critères, d'une critériologie qui ne peut pas être simplement l'apanage des experts. Alors, on connaît ces situations, par exemple, dans le cas de la médecine de catastrophe, la médecine de guerre. Hein, on a beaucoup parlé à propos des attentats terroristes du 13 novembre de médecine de guerre. En réalité, tous les sauvables ont été sauvés. Autrement dit, on n'a pas manqué de ressources médicales pour sauver tous les blessés qui pouvaient l'être. Ça pourrait évidemment être pire. Et ce que connaît bien le médecin de catastrophe, c'est des situations où, sur le champ de bataille, il faut abandonner à la mort les plus gravement blessés et donc inverser la logique de l'urgence médicale. La logique de l'urgence médicale, c'est qu'on prend en charge d'abord les plus gravement atteints et les moins gravement atteints peuvent attendre. Dans des situations où il n'y a pas assez pour tout le monde, où la question du collectif, de l'urgence collective, prend le pas sur la notion de l'urgence individuelle, eh bien, évidemment, il faut sacrifier les plus gravement atteints qui prendraient trop de ressources et trop de temps et trop de main-d'œuvre et trop de moyens pour leur seul cas au détriment des autres. Et il faut avoir un raisonnement utilitariste, on cherche à sauver le plus de vies possible. Alors, est-ce qu'on peut mettre en discussion ces critères dans un cadre démocratique et demander aux gens, au grand public, à vous, à moi, à tout le monde ici, qui devrait avoir priorité dans des situations d'urgence collective ? Et c'est là où on voit que les critères stricto sensu médicaux atteignent leurs limites. Est-ce qu'il faut un critère de priorité d'âge ? Est-ce qu'il faut un critère d'utilité sociale ? Quels sont les critères qui sont justes ? Comment on priorise une population ? C'est des discussions qui ne sont pas du tout des fictions, ce n'est pas des élucubrations que je présente là, c'est des sujets qui sont réellement discutés, qui sont pris en charge par un certain nombre de protocoles en cas de catastrophe, mais qui posent toutes sortes de problèmes. Parce que, et je rejoins ce que vous disiez sur la logique de contamination, quand on se prépare à l'avance à établir un ordre de priorité dans la population globale, en défendant l'idée que certains doivent être sauvés avant les autres, ou qu'il y a une hiérarchie, non pas de valeurs sociales, mais en tout cas un ordre de priorité à respecter, eh bien, cette dégradation éthique qui s'oppose au principe d'égalité de valeur de toutes les vies, et donc à nos notions éthiques fondamentales dans une société démocratique, libérale comme la nôtre, eh bien, ça crée des dégâts, ça marque, ça a un coût social. Ça fait qu'on va se regarder
de travers les uns les autres ou très mal, en sachant à l'avance ce qui nous attendrait en cas de catastrophe. Ça, c'est le premier point, c'est la logique de contamination. Deuxième point, par où je rejoins évidemment la discussion de tout à l'heure, c'est que on crée, en décidant trop vite ou trop facilement des protocoles à appliquer en cas d'urgence collective, en se préparant trop bien, en ayant d'avance tous les instruments à appliquer le jour où ça nous arrive, eh bien on crée les conditions effectivement d'une dérive, puisqu'on crée la tentation de recourir trop facilement à ces protocoles. Il n'y a rien de plus confortable, et je mets ce mot entre guillemets, que de pouvoir appliquer des protocoles préparés à l'avance pour des situations d'urgence collective. Évidemment, cette tentation de céder trop vite à la facilité et donc de refermer trop tôt la fenêtre des miracles, de décider trop vite des sacrifices à opérer, alors qu'on pourrait peut-être s'éviter d'avoir à en faire des sacrifices, eh bien, je vous rejoins donc sur la notion de dérive et disons sur cette logique vicieuse, pernicieuse d'entretenir un cercle vicieux et une logique de dérive. Et puis, toujours dans cet ordre d'idées, et là encore je rejoindrai ce qui a été dit au début, quand on se prépare trop bien aux situations d'urgence collective, quand on est trop préparé à avoir des protocoles à dégainer trop facilement pour savoir comment s'y prendre, en état d'exception, en situation extrême, eh bien, cette logique, elle rejaillit sur toute la continuité, je dirais, de l'éthique ordinaire. Parce que on ne sait jamais très bien quand on est en situation de péril imminent, on ne sait jamais très bien quand on est vraiment au pied du mur, et donc on peut toujours se considérer comme déjà en état d'urgence sanitaire, en état d'urgence environnementale, en état d'urgence politique. Et donc on peut toujours céder trop vite, trop facilement à la tentation de recourir à ces protocoles d'éthique dégradés, alors même qu'on pourrait tenir encore un peu ou garder encore ouvertes nos régimes de liberté et d'éthique ordinaire. Je voudrais passer par une autre petite histoire ou un petit détour pour donner à penser cette question. C'est une petite parabole, un cas pratique qui est discuté dans le Talmud. C'est l'histoire de deux hommes dans le désert avec une seule gourde d'eau. Si les deux boivent, les deux meurt, parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour sauver les deux. Si un seul boit, il sauvera sa vie, parce qu'il aura de quoi tenir jusqu'à un lieu habité. Que faut-il faire? Qu'est-il juste de faire? Comme toujours dans le Talmud, toutes les positions sont données. C'est un texte dialogique, donc les deux positions peuvent être défendues. Est-ce qu'il faut partager l'eau, quitte à mourir tous les deux? Est-ce qu'il faut que l'un des deux boive, et parce qu'il n'y a pas besoin de deux morts quand on peut se contenter d'une seule? On peut évidemment discuter et il n'y a sans doute pas de bonne solution unique. Ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est l'exemple qui est choisi. L'eau, c'est par définition la chose la plus facilement partageable. Qui peut dire qu'il n'y a d'eau que pour un? Cette fable n'a absolument aucun sens et c'est évidemment fait exprès. S'il s'agissait de partager, comme c'est une autre situation que connaît bien la littérature, une pilule de cyanure, vous avez deux résistants dans une seule cellule de prison qui s'apprêtent à être torturés, ils n'ont qu'une seule pilule de cyanure, qui doit l'avoir? Ça, on connaît bien. Il y a un texte de Malraux sur ça, la littérature connaît bien, la fiction connaît bien, on sait comment aborder ce genre de questions. Mais partager de l'eau, ça n'a aucun sens de dire qu'il n'y a d'eau que pour un. Autrement dit, c'est une manière, évidemment, d'attirer notre attention sur le fait que la vraie difficulté, c'est bien de décider quand on doit considérer qu'il n'y a d'eau que pour un. Quand on doit se sentir réellement sur le seuil de cet état d'urgence où il faut assumer ses responsabilités, où il faut faire des sacrifices, où il faut prendre des décisions coûteuses. Autrement dit, c'est la question des seuils et des seuils de catastrophe. Comment définir, comment délimiter des seuils de catastrophe? Et je rejoins ce que je disais tout à l'heure. Si on les délimite trop bien, si on les délimite à l'avance, si on a trop clarifié à l'avance les critères et les seuils de catastrophe, alors on referme trop vite et trop tôt la fenêtre des miracles. Et on se prive de liberté, de solutions, de possibilités, évidemment, alors que tout restait possible. Et si on refuse de
réellement assumer le fait qu'on est en situation de péril imminent, qu'on est en situation d'urgence collective, qu'on est au pied du mur, et qu'il faut prendre une décision, sinon ce sera réellement la catastrophe, c'est-à-dire sinon tout sera voué à l'arbitraire, à l'émotion, à l'improvisation. Si on refuse de voir ça, c'est encore pire. Et donc, là encore, je repose ma question du début, comment est-ce qu'on peut en faire une question démocratique? Il me paraît évident qu'aujourd'hui, ça n'est plus un sujet qui doit être laissé entre les mains des seuls experts, que ce soit les experts de l'éthique, les experts médicaux, les experts je dirais de la dangerosité terroriste. On est effectivement dans le cadre d'un sujet qui doit être débattu démocratiquement, mais ça ne se fera pas sans coût social. Ce débat sur l'urgence collective, il a un coût social, il a un coût moral, il a un coût éthique, du coup, il présente un certain nombre de difficultés et de dangers dont on doit aussi être conscient, ne serait-ce que parce qu'il repose sur un continuum. Il n'y a pas d'un côté la catastrophe ou l'état d'urgence collective ou l'état d'exception, et de l'autre des situations ordinaires où il y a assez pour tout le monde, où on n'a pas besoin de rationner, où on n'a pas besoin de faire des choix. C'est évidemment un continuum, et c'est le long de ce continuum qu'il faut définir des seuils et qu'il faut aussi assumer des responsabilités. Merci. Alors merci beaucoup, vos 3 interventions étaient très riches. Je vais faire quelques remarques avant de vous laisser la parole, en essayant de synthétiser un peu et aussi de poser quelques questions. Voilà, donc avec la première intervention très très bonne sur l'idée que cet état d'urgence s'inscrit dans une logique d'exception permanente. Est-ce que ce que vous dites, d'ailleurs tous les deux, les 2 premières interventions, c'est que l'état d'urgence crée l'urgence, c'est-à-dire que l'état d'urgence crée sa nécessité en faisant peser un climat de suspicion, en mettant les uns contre les autres, etc. Est-ce que finalement le décréter l'urgence, ce n'est pas aussi nourrir l'urgence? C'est la première interrogation que j'aurais. La deuxième étant, plutôt sur la troisième. En l'occurrence, dans l'état d'urgence présent, en quoi y a-t-il urgence? C'est-à-dire, quel choix tragique avons-nous à faire? Est-ce que vraiment l'état d'urgence d'aujourd'hui correspond aux situations d'urgence dont vous parliez, qui me paraissent assez éloignées de ce que nous vivons? Toujours sur cette idée de tri dont vous parliez, alors moi ce que j'ai compris, c'est qu'il ne fallait pas trop déterminer les critères de répartition des ressources dans de telles situations catastrophiques, mais qu'il fallait tout de même être explicite sur ces critères. Est-ce que le propre d'une catastrophe, est-ce que le propre de l'urgence, ce n'est pas justement que les critères sont rendus explicites, mais qu'au fond, dans les situations ordinaires, il y a toujours des tris qui sont faits. Je pense à des services de réanimation, tous les jours, des tris sont faits entre personnes, selon des critères, selon l'âge des personnes, et de façon implicite. Alors est-ce que c'est une hypocrisie qui nous conduit à les laisser implicites, ou est-ce que c'est une bonne chose? Voilà. Ça, c'est une autre question. Et puis, dernière remarque, plutôt sur le diagnostic de Michael Fossel, donc, qui nous dit qu'au fond, ce climat d'urgence permanent est lié au néolibéralisme, c'est-à-dire à une espèce d'hyper-individualisme qui instille la méfiance entre les individus. Il y a un autre diagnostic qui peut être fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, qui est fait par exemple par François Ewald, par exemple, c'est la rationalité de précaution et l'idée qu'à partir du moment où on peut faire quelque chose pour réduire les risques, cette chose doit être faite. C'est cette idée aujourd'hui que finalement le risque doit toujours être réduit. Voilà, donc ça peut être une autre réponse, un autre diagnostic porté. Qui verrait cela plutôt en termes de précaution. Sur ce, je vais vous laisser la parole. J'espère que vous êtes encore réveillés.
Pas de questions? Si. Oui, l'urgence, en fait, ça donne un énorme pouvoir. Et décréter un état d'urgence, même quand il n'y en a pas, c'est quand même très, très tentant. C'est aussi les flashs. Quand une star annonce son divorce, il va y avoir un bandeau urgent sur BFM ou je ne sais quoi. Il n'y a absolument aucune urgence. C'est simplement que c'est la dernière nouvelle qui vient de tomber. Et donc, il y a aussi une perversité à l'utilisation excessive de ce terme-là, même quand il n'y a aucun élément objectif lié à l'urgence. L'urgence est finalement extrêmement grisant pour celui qui le décrète. Et c'est même un peu une drogue, et celui qui le décrète, ça peut être la société d'ailleurs, c'est pas forcément une personne, et avec une immense difficulté à revenir à la normale du fait même de cet état grisant dans lequel on se retrouve avec un pouvoir immense. Moi qui travaille dans un établissement spécifiquement orienté sur l'urgence, on voit bien que quand il y a une urgence, tout d'un coup, nous avons de grands pouvoirs qui nous sont confiés, puisque nous sommes un peu chargés de sauver les meubles quand il y a une situation d'urgence sanitaire. Et j'ai aussi vécu dans un établissement de santé une situation de crise très grave avec des meurtres du personnel. Et tout d'un coup, on se rend compte la puissance de l'urgence et du témoin d'une urgence qui tout d'un coup voit toutes les portes s'ouvrir, voit tout l'argent tomber, voit toutes les caméras se tourner et avec peut-être aussi une tentation de vouloir entretenir ce pouvoir immense que tout d'un coup on acquiert et cette chute finalement que l'on ressent quand l'épisode se referme parce qu'il y a un nouvel événement puisqu'une urgence chasse l'autre. Et ça, vous avez tous dit des choses absolument passionnantes, mais je voulais rajouter la question de ce pouvoir énorme et, à mon sens, excessif de l'urgence et également la gueule de bois dans laquelle on se retrouve quand tout d'un coup sa propre urgence passe au second plan. Il y a deux autres questions. J'avais un patron qui disait le propre d'un dirigeant, c'est de penser le temps long. Et je me dis, en écoutant l'urgence, est-ce que c'est pas aussi une façon pour la politique et pour nous tous de se réfugier dans le temps court, c'est-à-dire de s'abstraire de notre capacité à avoir une vision et à la partager. Bon, il y a beaucoup de choses, mais une seule remarque, enfin une boutade. L'État et la sécurité, c'est féodal. L'État et la sûreté, c'est la démocratie. Dans la féodalité, il y avait la sécurité au cerf par le Seigneur. Nous, on est en démocratie, il vaut mieux parler de sûreté. Je partage ce que vous disiez. Mais ma question est plutôt sur la question de l'état d'urgence. Je pense qu'il y a une confusion importante de vocabulaire. On est en urgence, l'état d'urgence, c'est la nécessité d'agir. Donc on prend le moyen avant l'analyse. On est en état de crise, on est en état de difficulté, ça nécessite des mesures à prendre rapidement. Et ce simple changement de regard nous fait poser la question du temps, la responsabilité, de manière différente. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est quand on est amené professionnellement à appliquer des mesures d'état d'urgence. Je prends l'exemple dans une collectivité locale, comment on protège les écoles. Après les attentats, nous ne pouvions plus faire aucune manifestation publique. Ce qui n'a strictement aucun sens du point de vue de la nature de la crise qui nous était posée dans certains endroits. Mais ça avait du sens du point de vue de l'outil utilisé pour ça, qui était l'urgence. Et c'est pour ça que je reviens
à cette question-là qui me paraît être un peu quand même le nœud de l'affaire. Oui, la question que je me posais, vous parlez d'état d'urgence en fait permanent, parce qu'on est installé dans une crise qui va être majeure. Le terrorisme, c'est pas quelque chose qui va s'arrêter demain. Et moi, la question qu'on se pose, nous, c'est la liberté. Bah, effectivement, quel prix allons-nous payer? Parce que c'est tous les citoyens. C'est pas l'État qui va décréter de mettre toutes les ressources nécessaires pour contrôler tous les actes futurs de terrorisme. Donc moi, je me dis, il va bien falloir que chaque citoyen soit vigilant tous les jours et ne pas attendre qu'on mette plus de gens de sécurité dans le métro, dans les RER, dans les écoles, devant les lycées. Et donc je me dis, c'est aussi comment anticiper tout ça, parce qu'on ne prépare pas la gestion de crise. Moi, je suis désolée. On a fait un essai dans un lycée, une gestion de crise d'une journée, avec des lycéens. Et je pense qu'il manque auprès des jeunes comment réagir face à un attentat, comment réagir face à un terroriste, comment réagir quand il y a une bombe qui explose dans le métro. Je pense que le seul État aujourd'hui, c'est Israël, qui effectivement a pris des mesures parce qu'ils vivent le terrorisme et un problème sécuritaire depuis des années. Ils y sont préparés. Alors moi, je ne dis pas qu'on va pas... Mais je pense que on minimise la question. Les politiques, effectivement, aujourd'hui, sont là dans les médias. On fait toujours de la communication. Voilà, on fait que de la com. Et qu'au fait, dans la réalité, on ne prépare pas les véritables... Enfin, on ne montre pas les véritables enjeux. Parce qu'on a peur. On a peur. Et je crois que c'est plus aujourd'hui l'ignorance et le manque de courage qui marquent notre société française. Moi, je veux bien réagir très rapidement. D'abord, sur ce que vous venez de dire, madame, je surenchéris sur le fait qu'aujourd'hui, en demandant aux simples citoyens d'être au premier plan de la chaîne de premier secours en cas d'attentat, puisque ça va être de plus en plus le cas. Et aujourd'hui, on a toutes les semaines dans les casernes de pompiers des formations au premier secours, ce qui est une manière de dire qu'il ne s'agit pas d'appeler les pompiers ou d'appeler le SAMU, il s'agit d'être là et de réagir le premier. Eh bien, on met le simple citoyen dans une position qui est très difficile sur le plan éthique, qui est celle du médecin trieur, et on va lui faire assumer un certain nombre de décisions éthiques et de choix de comportement qui supposeraient, là encore, non seulement une formation éthique, pédagogique, mais un vrai débat démocratique sur ce que ça signifie qu'être au premier poste de la chaîne de secours. Et puis si je peux très rapidement réagir sur les autres points, je crois que je crois qu'on vit aujourd'hui sur la question de l'état d'urgence quelque chose de très similaire au débat qui a eu lieu il y a quelques années aux États-Unis sur la question de la torture et du droit au recours à la torture, avec l'usage de cette fable de la bombe, de la ticking bomb, de la bombe imminente. Hein, la fable qui était mobilisée pour justifier le recours à la torture, c'était de dire si un terroriste est arrêté, une bombe a été posée dans un lieu public, elle va exploser de manière imminente, on a arrêté quelqu'un qui sait où elle se trouve et qui pourrait nous le révéler et donc prévenir un attentat de grande ampleur, est-ce qu'on a le droit, oui ou non, de le torturer? Et évidemment, donc on vit quelque chose d'assez similaire sur la question de l'état d'urgence, et je crois que plus on tend vers un idéal de zéro mort, zéro crime, zéro attentat, et plus on fait croire à la population qu'on pourra y arriver, et plus on justifie toute mesure dérogatoire en termes d'éthique et en termes de justice, et donc plus on s'accommode de l'incarcération d'innocents potentiels. Et donc de ce point de vue-là, pour moi, le point commun entre les situations d'urgence collective de type sanitaire, sur lesquelles j'ai fait porter mon intervention, et la question de l'état d'urgence juridique dans le contexte contre-terroriste actuel, c'est la gestion de l'émotion. Et de l'émotion dans la question de l'imminence, dans la question de la gravité. Et cette gestion de l'émotion, il y a un autre ensemble d'acteurs qui prennent leur rôle sur ce plan. C'est le cinéma, c'est les séries, c'est tout l'imaginaire contemporain autour de cette question des catastrophes, de cette question de l'urgence collective et de cette question de l'émotion face au risque de catastrophe. Et je crois que c'est un acteur essentiel dont on pourrait aussi discuter.
Oui, j'ai été aussi en accord avec la plupart des interventions. Décréter l'urgence, est-ce que c'est la perpétuer? Bien sûr, c'est un peu ce qu'on a dit d'une certaine manière tous les trois de manière différente. Je suis frappé en particulier par le retour dans beaucoup d'autres domaines que celui de la sécurité d'un vocabulaire un peu messianique, en tout cas de salut dans le discours politique. Il faut sauver le régime des retraites, bon, d'une mort certaine, moyennant quoi 2 ans après la réforme, visiblement le malade doit être à nouveau ressorti de son coma, puisqu'il faut refaire une réforme. Donc il y a quand même, il faut pas, bon, enfin c'est des choses que tout le monde sait, mais qu'il faut rappeler de temps en temps, c'est que il y a une idéologie de l'urgence, c'est-à-dire que encore une fois, du fait même que l'urgence constitue un impératif temporel absolu, eh bien que ce soit dans le cas des retraites, je dirais, ou des mesures sécuritaires, cela implique de prendre des mesures qui s'y sortent du domaine même de la négociation, de la délibération publique, puisqu'elles sont de nature vitale. Et ça renvoie en effet à ce que vous avez dit, madame, c'est-à-dire que l'urgence, c'est le pouvoir, le temps, c'est le pouvoir, et que la souveraineté appartient en dernière analyse à celui ou à l'institution, disons, qui est en mesure de dire le sens du temps. Bon, les religions monothéistes, la plupart d'entre elles, en tous les cas, se sont constituées autour de l'idée du messianisme de la fin du monde, parce que l'annonce de la fin du monde est une annonce qui, par elle-même, évidemment, produit à la fois de l'effroi et du désir, mais dans tous les cas, des passions qui sont des passions mobilisatrice, d'autant plus qu'évidemment se joue, quand dans le cas de la fin du monde, la question de la justice et de celle de savoir qui sera sauvé ou pas, et donc celui qui annonce la fin du monde en général se donne aussi le droit de pouvoir décider du salut. Alors François Ewald et la précaution, oui, alors François Ewald, évidemment, là c'est pas tellement la critique du néolibéralisme qui va être présente, mais il a montré dans ses travaux premiers, foucaldiens, qui étaient à ce moment-là assez loin du néolibéralisme, il avait montré effectivement que nous étions rentrés dans les logiques de l'assurance, et ça renvoie tout à fait à cette idée que, évidemment, puisqu'on individualise le risque, puisque la socialisation du risque tend à disparaître, eh bien les individus sont contraints, qu'ils le veuillent ou non, à prendre des assurances, que ce soit d'ailleurs dans le domaine de la retraite, de la santé, etc., des assurances de nature privée. Mais je crois que ce modèle assurantiel, il est beaucoup plus général encore que cela. C'est-à-dire que pèse désormais sur les individus. C'est pour ça que pour le coup, je ne serais pas forcément d'avis de laisser aux individus le soin de gérer la question ou les problèmes liés, disons, au terrorisme, parce que ce qui pèse sur les individus, c'est comment dirais-je, le bénéfice ou le soin de leur propre survie, d'une certaine manière, et avec tout de même cette idéologie sous-jacente que nous serions tous égaux face au risque, et que par conséquent l'assurance deviendrait en quelque sorte un modèle démocratique parfait. Un des éléments, évidemment, j'avais travaillé un peu sur justement le catastrophisme contemporain, le retour en force de ces conceptions messianiques dans le débat contemporain, qui est un peu étonnant quand même comme retour, puisque nous sommes dans des sociétés par ailleurs hyper rationalisées, absolument pas, en tout cas qui prétendent ne pas être liées à des schèmes religieux. Il y a quand même quelque chose d'un petit peu discutable dans le fait d'affirmer que nous serions tous égaux, même face à la catastrophe de type hygiénique ou de type climatique. Il est bien évident que là aussi, un certain nombre d'inégalités sociales jouent à plein dans le partage des sécurités, des sûretés ou des risques. Voilà, alors, je crois que c'était tout. L'urgence, le pouvoir, voilà, le temps est oui, un dernier mot peut-être sur le temps, justement. Il y a un lien très, très fondamental entre le temps et la démocratie. La démocratie, c'est la formule de Claude Lefort, c'est le lieu de l'indéterminé, c'est-à-dire c'est le lieu où ce qui est légitime et ce qui est illégitime vient en discussion. C'est le lieu qui a rompu, enfin c'est le régime plutôt, qui a rompu avec l'idée que des codes moraux, religieux, transcendants, réguleraient par avance nos décisions
décision. Donc il y a cette indétermination démocratique qui est d'ailleurs très pesante et très parfois pénible, à savoir que nous sommes contraints, qu'on le veuille ou non, à entrer en conflit, un conflit pacifique, mais à entrer en conflit pour affirmer nos options. Bon, alors là aussi, l'urgence, évidemment, ce n'est pas du tout indéterminé. L'urgence, ça indique la direction, ça indique ce qu'il faut faire, ça indique avec une force parfois extrêmement vitale, dont je ne veux pas du tout ôter l'importance, une direction politique en l'occurrence, qui évidemment a un impact sur cette indétermination démocratique, et on le voit très concrètement, c'est-à-dire que ceux qui, au lendemain des attentats, ont essayé d'avoir une parole un peu réflexive, parce qu'à ce moment-là il faut faire très attention, je dis même pas critique, quant au fait que la France soit ou fût ou non en guerre, étaient évidemment très rapidement considérés comme je suppose que ça a dû vous arriver aussi, comme des irresponsables, sinon même des complices des terroristes. Il faut bien voir que l'urgence crée de l'unanimité, aussi de l'unanimisme très facilement, et que par conséquent le conflit, qui est quand même la vertu démocratique par excellence, s'en trouve un petit peu remis en cause. Je sais pas si celui-là est plus simple. Oui, il marche. Alors, beaucoup de choses ont été dites, mais effectivement, je voulais rebondir également, Madame, sur ce que vous avez indiqué. S'il est une réalité, c'est bien que le terrorisme ne va pas s'arrêter, et c'est d'ailleurs extrêmement inquiétant. C'était d'ailleurs extrêmement inquiétant lorsque Manuel Valls a dit outre-Manche que l'état d'urgence serait levé avec l'éradication de Daesh, ce qui malheureusement n'est pas près d'arriver, même si c'est évidemment un objectif, quoique en n'utilisant pas forcément le terme d'éradication, vers lequel on peut tendre. Il n'est pas prêt de s'arrêter, et en réalité, rien ne permettra d'aboutir à un risque zéro en la matière, c'est-à-dire qu'on doit, s'il y a une chose à laquelle on doit malheureusement et tristement s'habituer, c'est effectivement au fait qu'il est probable, voire certain, que d'autres attentats se produiront en France et que donc d'autres victimes existeront. Néanmoins, ce sur quoi je suis d'accord, c'est que je pense qu'il faut absolument attendre de l'État de traiter de la question du terrorisme. Et en réalité, lorsque je dis attendre de l'État, c'est attendre de l'autorité judiciaire, qui n'est pas exactement l'État, mais qui néanmoins est une émanation un peu particulière, parce que indépendante de l'exécutif. Parce qu'il faut rappeler que le terrorisme est un acte criminel, un acte délinquant. C'est un acte, au-delà de sa définition politique, enfin, il y aurait beaucoup à dire, c'est d'abord une atteinte très grave et une violation de la loi pénale, qui a des conséquences extrêmement lourdes. Et donc, on doit attendre de l'autorité judiciaire, de la justice, dans son travail en lien avec la police, qu'il mène des enquêtes, qu'il travaille précisément à déminer, découvrir et démanteler des filières. Mais cela doit se faire dans le cadre d'un droit commun. Et c'est ça qui est essentiel dans ce domaine-là. Et c'est pour cela qu'on refuse l'urgence de l'état d'urgence et la dérogation en réalité qu'il contient. C'est très concrètement, au lendemain des attentats par exemple, il y avait évidemment urgence à ce que des enquêtes soient menées et à ce qu'il puisse y avoir un certain nombre d'actes qui soient faits, des perquisitions par exemple. C'est ce que le droit pénal commun qualifie de flagrance. L'enquête de flagrance, c'est l'enquête qui se produit immédiatement après un acte délinquant ou un acte criminel. Et il y a évidemment une urgence. Simplement, cette urgence ne doit pas s'inscrire dans une exception, dans une dérogation, mais elle doit s'inscrire dans le droit commun. Et c'est ça la logique qui préside au fait que, effectivement, l'État a une responsabilité et doit mener des actions vis-à-vis du terrorisme, mais doit le faire dans un cadre qui, effectivement, ne sacrifie pas les droits de chacun. Et je pense que face au terrorisme, l'État n'est pas contraint à faire ces choix tragiques dont on parle, qui ont été évoqués. Parce que lorsqu'on parle notamment de la question du lien entre, par exemple, le recours à l'urgence et la question des inégalités, ou la question de la stigmatisation, c'est exactement ce qui s'est passé et ce qui se passe encore dans l'état d'urgence. L'état d'urgence
dit concrètement que dans ce cadre-là, il est légitime que les droits de certains soient dégradés et qu'on ne soit plus dans une situation où l'autorité judiciaire peut prendre une mesure privative de liberté sur la base d'indices d'avoir commis une infraction, mais où l'autorité administrative, exécutive, peut prendre les mêmes mesures privatives de liberté, attentatoires au droit au respect de la vie privée, sur la base d'un comportement. Et sur une base, du coup, extrêmement floue, qui est déconnectée de l'infraction pénale. Le terrorisme est avant tout une infraction à la loi pénale, un crime. L'état d'urgence, c'est déconnecter totalement cette logique-là, et on se retrouve dans une situation dans laquelle on sacrifie les droits de certains. Les droits qui ont été sacrifiés pendant l'état d'urgence et qui le sont encore, ce sont notamment les droits, alors il y a eu certains militants politiques, mais c'est surtout les droits des personnes de confession musulmane qui ont été visées dans certains quartiers, notamment dans des quartiers populaires, avec cette conséquence qui me fait renvoyer à cette question du court terme et se réfugier effectivement dans le court terme, refuser la vision de long terme, qui est que non seulement on dégrade les principes de notre démocratie en contrevenant, et c'était aussi toute l'idée, tout ce qui était produit par la proposition de la déchéance de nationalité, on dégrade l'idée égalitaire qui est égalitariste, qui est au fondement de notre démocratie, mais on crée aussi dans le long terme les conditions d'une insécurité. Parce que ce qu'a produit l'état d'urgence, c'était une stigmatisation tellement forte des populations musulmanes et une mise en scène et une mise en œuvre, pas que mise en scène, parce que ça avait des conséquences réelles, d'une toute-puissance étatique et d'une toute-puissance étatique tournée vers la stigmatisation, que concrètement, on crée aussi le terreau d'un discours et peut-être aussi chez certaines personnes d'un ressentiment extrêmement fort vis-à-vis d'un État qui stigmatise et qui en réalité agit de manière totalement discriminatoire vis-à-vis des personnes à raison de leur confession. Et je rebondirai juste dernière chose sur le caractère grisant de l'état d'urgence, et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux, effectivement. Concrètement, il y a eu un double effet dans les mesures qui ont été prises, notamment sur les perquisitions administratives. Je vous rappelle qu'il y en a eu quand même à peu près 4000 qui ont été menées et qu'elles ont abouti à 5 enquêtes antiterroristes. Mais bon, c'est des chiffres qui servent toujours, mais on sait qu'il y a eu deux choses. Il y a eu une utilisation un peu opportuniste de pouvoir de perquisition, puisque en réalité, quand on voit les chiffres, on voit bien qu'il y a des perquisitions qui ont été menées chez des gens qui étaient vaguement suspectés de faire du trafic de drogue ou d'avoir des armes, ou des gens contre lesquels les policiers ne disposaient pas d'éléments suffisants pour faire des perquisitions. L'état d'urgence a servi ça. Ça, c'était déjà un premier élément. La deuxième chose, c'est effectivement les conditions dans lesquelles ces mesures ont pu être mises en œuvre, qui étaient des conditions dans lesquelles il y avait une toute-puissance des services de police, une toute-puissance étatique, tout était clair. Chaque contestation se retrouvait confrontée à l'affirmation « mais c'est l'état d'urgence ». Il n'y a plus rien à dire derrière ça. Et ça a suscité très clairement chez ceux qui ont mis en œuvre ces mesures une façon de s'habituer à ces procédures dégradées et à cette logique d'éthique dégradée. Comment est-ce qu'on sort de ça ? Comment est-ce qu'à un moment, derrière, tout ça ne va pas avoir des incidences très fortes, sinon sur le contenu des textes, au moins sur les pratiques à venir? C'est là quelque chose qui est extrêmement inquiétant et on n'a pas de réponse à ça, raison pour laquelle il faut en sortir au plus vite. Au plus vite. Je me permets de vous poser la question. L'état d'urgence, vous voyez comme quelque chose de pérenne, alors que c'est quand même plutôt présenté comme quelque chose de transitoire. Dans vos travaux, et nous on les a aussi menés sur la pandémie grippale, on est dans une situation où il n'y a pas le choix. C'est agir d'une certaine manière. Prenons la problématique de la quarantaine. Alors on peut toujours mettre la main sur le cœur en disant c'est discriminatoire et il y aura aussi un délit de sale gueule parce qu'il y aura telle personne qui sera mise en quarantaine par rapport à telle autre qui ne le sera pas, admettons. Et quand vous avez des intérêts supérieurs
à un moment donné. Ensuite, il y a le temps d'évaluation, il y a le temps de la réversibilité. C'est la même chose, et on le voit en matière de psychiatrie, c'est-à-dire la proportionnalité dans une décision, qui est un point à prendre en compte, et puis ensuite la réversibilité, donc une appréciation, et c'est là d'ailleurs où la justice intervient, quelquefois pour modérer une position qui était peut-être trop entière. Donc la vraie question, c'est le côté transitoire. Ce que moi j'ai du mal à comprendre comme démocrate, c'est si on n'avait rien fait, c'est-à-dire s'il y avait dans une situation exceptionnelle, dans une situation, évidemment l'exceptionnalité maintenant, elle donne le sentiment qu'elle ne le sera pas si exceptionnelle que ça, puisque le terrorisme demeure et va même s'amplifier, d'après ce qu'on comprend au niveau géopolitique. Donc la vraie question, c'est quelle réponse? Et je termine sur un point qui m'a toujours frappé en matière d'éthique médicale. On sait très bien que tous les principes de l'éthique, par exemple en réanimation, on ne fait pas d'éthique a priori, on le fait a posteriori. En situation d'urgence, on sait que les règles sont transgressées, puisqu'il y a l'urgence. Et l'urgence avec cette dimension vitale. Donc à un moment donné, on fera, y compris d'ailleurs si la personne ne consent pas, et ensuite on pourra toujours négocier. Donc, ce que je veux dire par là, et j'en termine, c'est cette notion d'exceptionnalité. Voilà, c'est une notion d'exceptionnalité. Si à titre de précaution, nos gouvernants n'avaient pas pris des mesures, alors qu'on peut considérer disproportionnées, mais moi, le côté disproportionné, c'est plutôt l'acte terroriste, enfin pour moi, qui est disproportionné. Et j'ai pas l'impression que la réponse, enfin, dans ma perception, c'est pour ça que je trouve passionnant le débat, puisque vous mettez du doute dans l'esprit à travers toute votre argumentation. Mais la différence entre vous et nos politiques, ou les responsables de la sécurité intérieure, c'est qu'ils sont aux manettes et ils ont la responsabilité de faire. Est-ce qu'on leur reprochera pas demain aussi de ne pas avoir fait? Voilà. Je pose ces questions pour dire que tout ce que vous dites me paraît captivant et me paraît d'une justice et d'une justesse absolument affinée et peu contestable, mais quand on se pose dans la position de celui qui décide, voilà. C'est-à-dire, c'est pas, voilà, il décide, est-ce qu'il peut se permettre, dans l'instant présent, avec tous les éléments que vous avez pris en compte, parce que le politique a aussi cette capacité de dire comment on va survivre une décision. Je termine sur un point qui m'a énormément frappé dans toute la réflexion sur l'anticipation des prises de décision dans une situation de pandémie. Comme ça s'est fait aussi pour le SRAS, il y avait la situation donnée et aussi comment on allait en survivre et comment la démocratie allait survivre de choix qui auraient été mal argumentés, mal anticipé en général et d'une certaine manière irrecevable. Et donc on pensait aussi, si on avait pris des mesures maximalistes, que la démocratie ne s'en remettrait pas. Donc elle est à l'épreuve d'une situation. La vraie question, c'est tout ce que vous argumentez est intéressant, mais in fine, quand vous êtes le responsable politique, est-ce que vous ne devez pas maximaliser, j'allais dire, le risque, les conséquences possibles d'une inaction? Voilà, c'est un peu dans le flou que je me permets de vous poser ces questions. Oui, merci. Le problème, c'est que c'est pas parce qu'on peut critiquer ce qui a été fait que cela implique qu'il fallait rien faire, si vous voulez. Il faut rappeler qu'il y a eu 20 lois anti-terroristes ces 20 dernières années, une par an. Je parle sous votre contrôle, en tout cas sécuritaire, toutes plus répressives les unes que les autres, et que, semble-t-il, elles n'ont pas permis d'empêcher des attentats. Et j'ajoute une deuxième chose, c'est que on a quand même des exemples historiques de réactions, et contemporains j'entends, de réactions diamétralement opposées à celles de la France. Dans cette occurrence-là, je veux dire, la Norvège. Après Breivik, l'Espagne, après les attentats de 2004, qui étaient pour le coup assez ressemblants dans leur forme à ceux que nous avons subis. Ces réactions, qui ont été des réactions, disons plutôt d'approfondissement des libertés et des droits constitutionnels que de répression, ces réactions n'ont pas exposé, sauf erreur de ma part, ni la Norvège ni l'Espagne à un torrent d'attentats. Donc en réalité, la question qui se pose aussi, au bout d'un certain moment, je crois en tout cas, c'est celle de l'efficacité de ces mesures qui sont généralement vendues au nom de leur efficacité. Et de ce point de vue-là, je suis pas du tout, et il s'agit pas, je vais pas ici faire semblant de l'être, expert d'affaires antiterroristes, mais parfois il faut se méfier aussi des experts. En tout cas, la preuve n'est pas faite. Le cas américain est éclatant. La preuve n'est absolument pas faite que les mesures, disons, exclusivement d'ordre juridique au sens où elles
restreignent les libertés et où elles déplacent le terrorisme du pénal au constitutionnel, puisque c'est quand même de cela qu'il s'agit en dernière instance, la preuve n'est pas du tout faite qu'elles visent ou qu'elles ont comme résultat d'amoindrir les risques terroristes. Et d'ailleurs, pour être tout à fait sincère, je ne pense pas du tout que ce soit pour cela qu'on ait décrété l'état d'urgence. Il y a une autre demande où je vous rejoins effectivement là, c'est que dans une démocratie, il faut bien effectivement que le gouvernement réponde à l'attente sociale qui est créée par de tels événements. Mais c'est là qu'on peut peut-être attendre justement un discours politique plus pédagogique que réactif. Là, je le dis à titre personnel, j'aurais préféré entendre un discours du style de celui du Premier ministre norvégien de l'époque, j'ai oublié son nom maintenant, que sur l'approfondissement, encore une fois, des droits démocratiques. Parce que, évidemment, il y a une terreur qui s'empare du monde politique, et celle-là, je peux la comprendre, c'est d'apparaître dans la faiblesse de la démocratie, ou de montrer la faiblesse de la démocratie par rapport, effectivement, à des individus qui sont en mesure, psychologique, si j'ose dire, de se faire... de mourir et de tuer, mais pour tuer, de mourir. Bon. Mais il y a des faiblesses, en tout cas celles qui consistent à jouer plutôt la vie que la mort. Il y a des faiblesses qui doivent être défendues. Il y a des faiblesses qui ne sont pas honteuses, je dirais. Et donc, par conséquent, la logique qui consiste à vouloir réagir sur un mode qui soit quand même malgré tout comparable à celui de l'attaque, c'est-à-dire celui extrêmement répressif, me paraît non seulement discutable sur les principes, mais même très discutable relativement à son efficacité. Dans tous les cas, moi, je n'ai pas de preuve historique qu'elle soit meilleure que celle des Espagnols, des Norvégiens et d'autres. Non, simplement pour répondre sur 2 points. D'abord, sur la question de la réversibilité que vous évoquiez, précisément, l'histoire des lois antiterrorisme montre que cette réversibilité n'existe pas. Que ce soit aux États-Unis ou en France d'ailleurs, on prend souvent un exemple, mais c'est vrai qui est assez parlant, qui est la question du plan Vigipirate, qui donc est né en 1995. Enfin, ça commence à devenir être vraiment presque un vieillard sécuritaire, et dont on n'est jamais sorti. C'est-à-dire il n'y a jamais eu de situation dans laquelle on a dit très bien, la Vigipirate ne s'applique plus à un moment. Et avec une logique, alors avec la particularité que Vigipirate habitue à la présence militaire dans l'espace public, mais qu'il n'a pas les conséquences extrêmement fortes sur les individus que peut avoir aujourd'hui l'état d'urgence. Alors sur la question... En fait, précisément, l'une des questions, c'était le gouvernement a-t-il le choix ? Avait-il le choix d'agir autrement ? Et là, je répondrai très positivement à cette question. C'est tout le sens de l'analyse qu'on a voulu faire, c'était de montrer tous les dispositifs juridiques existants pour interdire une manifestation, pour mener des perquisitions de nuit lorsqu'on mène une enquête sur des actes terroristes commis ou en préparation, pour assigner à résidence, pour dissoudre des associations. Même il y a énormément de dispositifs dans le droit commun ou dans le droit dérogatoire qui existaient déjà en cette matière. Donc en réalité, le gouvernement avait absolument la possibilité de dire certes, des attentats se sont produits sur notre sol, les autorités policières et judiciaires mettent tout en œuvre à la suite de ces attentats pour enquêter, utilisent les dispositifs existants, etc. C'était absolument une possibilité. Ce que le gouvernement aurait dû faire pour ne pas être dans l'inaction, mais qu'il s'est refusé lui-même à faire, c'était d'essayer de comprendre. Et c'est ça, la responsabilité politique. La responsabilité politique, c'est essayer d'analyser, de comprendre, pas au sens de la compréhension sympathique, mais au sens de l'analyse de pourquoi est-ce que des personnes en viennent dans une société dont ils sont membres à commettre des actes d'une telle gravité, et donc comment penser la société pour l'avenir, comment avoir une notion plus globale. Je voudrais juste rebondir sur un terme que vous avez utilisé, qui est la question du principe de précaution. Et ça n'est pas anecdotique, car le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, utilise de manière extrêmement fréquente et régulière ce terme, cette terminologie du principe de précaution dans un contexte qui, nous, au syndicat de la magistrature, nous paraît extrêmement dangereux. Parce qu'il ne peut pas y avoir de principe de précaution en matière de liberté. C'est ce qui a été évoqué tout à l'heure.
Une société démocratique ne peut pas accepter l'idée que des innocents aillent en prison. Et donc elle doit accepter à un moment qu'effectivement la logique soit inverse et que ça veuille signifier que des personnes coupables soient en liberté. Mais il vaut mieux des coupables en liberté que des innocents en prison. Or, ce que produit l'état d'urgence, mais il n'est pas le seul dispositif à le faire, c'est effectivement permettre à l'État de porter atteinte aux libertés de personnes qui ne sont pas qui sont sur une base qui est tellement floue qu'en réalité, elle saisit dans son filet de manière beaucoup trop large des personnes qui sont absolument innocentes et contre lesquelles, en tout cas, il n'y aurait aucun élément permettant de réunir des infractions pénales. Je vous prends juste un autre exemple qui est antérieur à l'état d'urgence, c'est la question de l'interdiction administrative de sortie du territoire. La loi du 13 novembre 2014, qui est une loi antiterroriste, a instauré la possibilité au ministre de l'Intérieur d'interdire à une personne de quitter le territoire français, ce qui contrevient à un principe assez fondamental, qui est le droit pour tout citoyen de quitter son pays, notamment de le quitter pour les motifs qu'il le souhaite, mais aussi dans le cadre, par exemple, d'une fuite pour l'asile, etc. Et donc, cette interdiction préventive a été liée à l'idée que des personnes se rendraient sur des théâtres d'opérations terroristes et seraient susceptibles, à leur retour, de porter atteinte à l'ordre public en France. On était là sur un véritable tournant dans la conception que l'on se fait du pouvoir de l'État et du pouvoir notamment de l'autorité exécutive, puisque des personnes qu'on ne peut pas suspecter même d'une infraction pénale ou de préparer une infraction pénale, se retrouver, par décision du ministre de l'Intérieur, contraints dans leur liberté d'aller et venir. Et le ministre de l'Intérieur de dire, partout à la radio, que le principe de précaution prévaudrait. Signifiant ainsi, évidemment, qu'il acceptait l'augure que des personnes puissent être interdites de quitter le territoire alors même qu'en réalité, elles ne présentent pas de danger réel. Et là, on est vraiment dans cette question des libertés et de la justice, une inquiétude très forte à voir ce principe de précaution être imposé aujourd'hui. J'entends votre discours, excusez-moi. Si Madame Le Pen était au pouvoir, je comprendrais qu'ils aient pris des mesures extrême contre la liberté. Il faudrait peut-être que l'on se pose la question, et moi j'ai envie de vous la poser, pourquoi un gouvernement éminemment démocratique, élu démocratiquement dans un pays éminemment démocratique, se met-il à prendre des mesures que vous condamnez? J'aimerais, moi, comprendre. Alors j'ai une explication. C'est que ce pays éminemment démocratique, cette population éminemment démocratique demande aujourd'hui des mesures d'urgence. Et il faudrait peut-être se le dire entre nous. C'est que demain, moi j'ai lu avec attention les articles parus dans Le Monde des familles des victimes. Que demandent-ils? Ils demandent que ça ne se reproduise pas. Ils disent « nous attaquerons l'État si demain il y a un nouvel attentat ». Notre gouvernement éminemment démocratique, élu démocratiquement, est sous cette pression. Comment on en sort? Et je ne crois pas que ce soit en faisant le discours que vous tenez qu'on arrivera à être efficace. C'est ça que je voudrais, et je voudrais avoir une réponse. Et dont ce gouvernement éminemment démocratique en sortir. Alors je suis assez d'accord, il s'est laissé piéger par la question de la nationalité. Ça, c'est un véritable piège. Mais comment sortons-nous collectivement de cette demande sociale considérable, d'ailleurs elle a été exprimée par quelqu'un tout à l'heure, qui est une attente formidable que l'État soit capable de tout, tout de suite, de résoudre le problème du chômage. Tout de suite, vous avez parlé de la résolution de la question des retraites. On demande qu'on règle les problèmes tout de suite. Donc, comment on en sort? Voilà la question qui nous est posée. Moi, je voudrais juste dire un mot sur la notion de
d'efficacité, parce que je trouve que on peut l'utiliser dans tous les sens, la notion d'efficacité ou d'inefficacité. Je suis très dérangée par les arguments qui consistent à dire que les différentes mesures liberticides qu'on a mis en place ces dernières années n'ont pas été efficaces. Bien sûr, elles n'ont pas été efficaces, on a eu 150 morts, et on en aura encore d'autres. Mais inversement, je ne sais pas à quoi on mesure l'efficacité ou l'inefficacité, au nombre d'attentats empêchés, dont on n'est pas au courant. C'est très difficile évidemment à mesurer. Qu'il y ait une demande sociale évidemment de résultats et d'efficacité, c'est parfaitement légitime. Et en même temps, je crois que sur cette notion d'efficacité, on a un manque de sens de la responsabilité qui est flagrant en France. Enfin, à mon sens, je trouve absolument sidérant qu'aucun de nos responsables politiques, après le 13 novembre, n'ait proposé sa démission. Je pense que c'est pas forcément ce qu'il aurait fallu, mais je pense que ne serait-ce que d'envisager qu'un ministre en place puisse être responsable d'un échec colossal, c'est peut-être quelque chose aussi de l'ordre d'un déficit démocratique. Et je rebondis du coup sur cette notion de demander des comptes, qui me semble très proche de l'idée que vous avez évoquée, Emmanuel Hirsch, de comment vivre l'après, comment assumer les décisions qu'on a prises. Je crois là aussi que ça joue dans les deux sens. Les limites aux transgressions éthiques de la mise en place d'un état d'exception, d'un état d'urgence, c'est aussi la nécessité d'assumer la responsabilité sur le moment du besoin d'action, mais aussi d'assumer la responsabilité des décisions très dures, très graves, qu'on aura prises dans l'après. Et je crois qu'il faut garder les deux à l'esprit, et c'est ce qu'on oublie un petit peu trop facilement de faire, me semble-t-il, en tout cas dans notre culture démocratique française.